Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier épisode avant la trêve internationale, on était obligé de revenir sur le dénouement de la Pro League. Et pour ce faire, on a un invité pour la première fois avec nous. Florent, comment ça va? Ça va, et vous? Nous, ça va Vous très avez bien. kiffé le dénouement de cette phase classique? En vrai, je sais pas, les autres, moi un peu triste qu'il y avait plus de suspense pour les playoffs 1 quand même Mhm. depuis plusieurs journées. Mais sinon, c'est vrai que les playoffs 3, là j'étais vraiment intrigué. Perso, comme je disais, hein, avant moi j'étais à Malines pour voir le match. Et je me disais, j'espère que Denver va pas descendre, j'espère qu'ils vont pas descendre. En plus, on voyait les scores ont bougé avec le OHL Saint-Tron, avec le Cercle, à un moment égalise, puis c'est annulé, tout ça. Je me suis dit, ah, mais bon, pour finir, ça s'est bien passé. Et on a évidemment Muse, qui est toujours là. Comment ça va? Bah, ça va super. Content d'accueillir Florent. C'est la première fois qu'il est ici, donc Le ça va être plaisir un est pour chouette moi. épisode. Peut-être pas la dernière fois, peut-être que la semaine prochaine aussi, on ne sait pas. Quand je dis ça, je dis rien. Et on a Nathan, notre Nathan, cette fois-ci, qui est avec nous, hein, pas le Nathan de la 90e. Comment ça va, Nathan? Ah yes, ça va bien. Petite semaine un peu compliquée, mais sinon, tranquille, on a passé une bonne fin de week-end, pas de soucis. De comment ça, semaine un peu compliquée, on voit pas du tout de quoi tu parles. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est mal passé la semaine passée? Alors, je suis dégoûté parce qu'en fait, je suis supporter du PSG et... Ah non, non, pas du tout. La petite élimination de Bruges, alors que j'y croyais quand même un peu, tu vois. Alors, pendant un quart d'heure, on a fait une bonne prestation, puis la Rouge a complètement tout foré, alors que bon, il y avait un peu d'espoir. Et le jour d'avant, c'était Liverpool, petit match compliqué contre Paris, alors que bon, avec le poteau de Kwanzaa à 10 minutes de la fin, j'étais comme un fou, j'ai cru que ça était rentré et tout. C'était Je serais terrible. Le match, c'était terrible. quand même curieux de voir RTL TVI, donc le diffuseur de Bruges. Je serais curieux de savoir la chute d'audience après le carton rouge de Sab. C'est sûr que. Enfin, Moi, j'ai coupé. parce que moi j'ai coupé, oui. Alors que voilà, Ouais. je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai pu regarder après ça, quoi. Enfin, il y a un moment, on a autre chose à faire de notre soirée, malheureusement, quoi. On fait vraiment une bonne mi-temps, hein. C'est vraiment à la mi-temps, quand il y a les changements, que ça ressemble plus à rien. Mais avant ça, c'était quand même pas mal, hein. Ouais, mais il n'y a plus l'espoir de renverser la situation Ouais. à 10 Et contre 11, quoi. je te jure que, ok, j'ai vu ça pendant 10 minutes jusqu'à la 25e, et après, vu à quel point on jouait bien, je me suis dit, en vrai, il y a moyen, peut-être, on va peut-être arracher au moins la victoire, peut-être pas la qualif, mais une victoire et tout. Bon, la deuxième mi-temps, il a monté Asensio, il nous a calmés, mais Et ouais, pour revenir quand même, parce que Florent, on t'a dit bonjour, mais on t'a pas présenté qui es-tu, Florent? Alors, je suis rédacteur en chef de wallfoot.be depuis combien de temps maintenant? Je crois depuis quand même quelques années. Ça doit faire depuis 2021, 2020 ou 2021, un peu de choses près. Donc voilà, et suiveur pour Wallfoot aussi d'Anderlecht principalement. Parfois je vais à l'Union, parfois je vais à Charleroi, ça dépend des besoins selon les week-ends. Et suiveur des Diables Rouges, donc après le podcast, là je vais faire ma valise parce que je pars demain pour Murcie, pour Alicante, Ouais, pour le ça match des va, Diables contre l'Ukraine. vacances ça va, tranquilles. il y a pire comme voyage. Il y a pire effectivement. Au début, je pensais qu'on allait aller à Poznan ou un truc du genre, et je me disais Ouais. bon, le mois de mars en Pologne, c'est rarement les plus ensoleillés. Puis bon, non, finalement, vous allez dans le sud de l'Espagne. Bon, bah, d'accord. Les U19, ils vont en Pologne. Ah bah, tant pis Ah pour eux, moi, ouais? j'y vais pas. Courage. Jules les suivra pour nous, il n'y aura pas de souci. Donc, on va passer déjà donc, au sommaire, hein, évidemment. On va faire un petit bilan et une petite preview aussi en fait des playoffs, un petit peu un mélange des deux. Donc, on va commencer par une course au titre et on se posera la question, est-ce que ce serait une course au titre à 3? Est-ce qu'on a mis un club qui, au final, non, il sera pas en course au titre? Ou est-ce que j'en ai oublié un peut-être? Puis, pour la suite des playoffs 1, est-ce qu'il y a des clubs qui seront juste des figurants ou est-ce qu'ils vont quand même jouer un rôle? Puis on parlera évidemment des playoffs 2 où on imagine peut-être un duel wallon pour cette place face au quatrième ou cinquième. On verra, à moins que Anderlecht fasse vraiment n'importe quoi, mais sûrement le cinquième peut-être des playoffs 2. Et enfin, on va quand même parler des playoffs 3. On se dira qui va se sauver, parce qu'on a eu le dénouement hier. Et on a deux clubs qui sont peut-être assez étonnamment en playoffs 3, qui n'ont rien à faire là. Et on va voir, est-ce que c'est eux qui vont sauver? Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, sur la course au titre, hein. Et j'ai envie de vous poser la question, donc, est-ce que c'est une course au titre à 3? Depuis plusieurs semaines, donc,
On sait quelles équipes seraient dans le top 3 pour démarrer les playoffs. Donc, on a Genk, le club de Bruges et l'Union qui ont quand même dominé la phase classique, même si pour l'Union, ça arrivait plus sur 2025 parce que 2024, ça avait été un petit peu plus compliqué. Donc, au début des playoffs, on a Genk qui aura 34 points, Bruges 30 points, l'Union 28 points. Et Bruges et l'Union qui ont eu un arrondi vers le haut. Donc, voilà, il y aura toujours ce demi-point en plus en fait pour Genk par rapport à eux. Première question, et on va laisser Florent nous donner son avis. Est-ce que pour toi, après les 30 journées de phase classique, ces 3 équipes ont montré qu'elles étaient au-dessus des autres, ou il y a peut-être t'as envie de rajouter un astérisque? Non, il n'y a pas d'astérisque à mettre, franchement. C'est clairement ces 3 équipes-là qui étaient les meilleures du championnat. La meilleure preuve, c'est quand même que le 4e, c'est Anderlecht, et le 4e, il a pris 1 sur 18 contre les 3 premiers pendant la phase classique, quoi. Donc ça prouve quand même qu'il y a un gap assez élevé entre les 3 premiers et ce qui suit. L'Antwerp et la Gantoise, honnêtement, je trouve que c'est très faible. J'ai vraiment pas trouvé que c'était capable de se hisser au niveau des 3 premiers. Maintenant, est-ce que il y a clairement, par exemple, je trouve que Bruges est l'équipe qui a le mieux joué, en tout cas qui a été qui a le plus de talent en termes dans le noyau, c'est le meilleur noyau, je trouve. L'Union, c'est une des équipes qui m'a le plus impressionné par moment, et puis Genk a eu la régularité et pour lui, quoi. Mais c'est clairement ces 3-là. Donc une course à 3, c'est clair, parce que je vois pas comment Anderlecht, qui ne progresse pas, peut passer de 1 sur 18 en phase classique à 7 points pour renverser la course au titre, quoi. Donc pour moi, il y a ces 3 équipes-là, et il y a le reste, quoi. Et toi, Nathan, pour rester sur ça, est-ce que, là, j'ai parlé d'une course au titre à 3, est-ce que pour toi, c'est ces 3 équipes-là qui feront la course au titre, ou peut-être que l'Union, tu vas la séparer peut-être du groupe de 2, parce qu'ils ont quand même, avec la défaite face à Genk, 6 points de retard à l'entame des playoffs? Non, j'ai pas trop envie de les enlever de la course, notamment parce que on a vu le calendrier qui est tombé aujourd'hui. Tu as les 2 premiers matchs de ces playoffs qui sont 2 matchs contre des équipes qui sont pas du top 3, quoi. C'est top 3 contre 4, 5, 6 à chaque fois. Et donc, à ce moment-là, ils vont aussi prendre des points, et tu vas voir que les 3 vont se démarquer. À ce moment-là, tu auras vraiment plus de pression sur quand tu auras des confrontations entre les deux, tu verras. J'ai noté aussi qu'en fait, que l'Union, en fait, ils ont eu un début hyper compliqué. Sur la saison, ils avaient du mal à trouver une attaque au début de la saison. Ils ont testé Promis David, Fusseini, Ivanovic. Ils avaient vraiment tout essayé jusqu'à enfin que David, il trouve ses marques, hein, parce qu'au début c'était compliqué avec Ivanovic, qui est un joueur fantastique, même si en ce moment il est un peu sur une pente descendante. Mais ils ont toujours une grosse solidité défensive. Ça, c'est quelque chose qui leur permet de toujours prendre des points. Donc ils ont trouvé leur rythme au moment en fait où ils battent Genk 4-0. À partir de ce moment-là, je trouve que là, on a vraiment une très forte union qui, depuis, je pense qu'ils ont quasiment pas perdu. Attends, ils ont fait 40 sur 48 depuis ce moment-là. Donc, ils ont pris 40 sur 48, c'est vraiment énorme. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans une forme actuelle assez folle. 16 sur 30 contre le top 6, mais bon, ça reste très, très positif sur les derniers matchs, en tout cas. Bruges, c'est pareil, en fait, ils avaient un début assez catastrophique. On se rappelle que Hagen était sur la sellette les 3-4 premiers matchs parce que c'était pas fameux et tout, mais au final, ils ont fait quand même une grosse. En fait, en octobre, novembre, décembre, comme ça, ils ont une série de 20 matchs en défaite. Donc là, ils étaient vraiment sur une très forte période. Mais ils ont eu ce moment de creux qui tombe maintenant. Tu vois, juste après la phase de Ligue, tu as eu ce moment de février, début mars qui était compliqué. Parce que c'est pas la période où Bruges doit être le plus performant. Il doit être performant pendant les phases de pool, Ligue en Europe et en play-off. Donc, à mon avis, ils vont être à quand même un très haut niveau à partir de ce moment-là. C'est aussi la meilleure attaque. Hein. Je parle de Union qui est la meilleure défense. Bruges est la meilleure attaque. Ils ont fait 15 sur 30 contre le top 6, mais il y a des matchs vraiment. Je me rappelle l'Antwerp, Gand, c'est des matchs qu'ils doivent gagner et c'est une défaite à la clé. C'est vraiment n'importe quoi. Et Genk, j'ai dit, ils sont pas fous, mais ils ont à chaque fois fait le taf. Et il y a quelques matchs où ils ont été très très bons, notamment je me rappelle contre Anderlecht où ils ont fait des très bons matchs, mais c'est pas non plus incroyable. J'ai noté qu'ils avaient fait une fin d'année 2024 assez dramatique en déplacement, où ils avaient enchaîné quand même l'Union, Bruges, Saint-Tron et Anvers. Et là, je crois qu'ils avaient fait 2 sur 12. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. En déplacement, ils sont pas si souvent que ça. Mais par contre, à domicile, c'est une forteresse. Ils ont fait 41 sur 45. C'est de loin la meilleure équipe à domicile. Il y a 2-0-0 contre le Standard et Gand. Le Standard, c'est la première journée.
Et notamment, ils ont aussi fait un nul contre Bruges en coupe, mais sinon, ils ont tout gagné. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, ça va être intéressant à suivre. Pour moi, les trois sont quand même à un très haut niveau et ça va être intéressant à suivre. Donc là, Nathan nous a donné toutes les infos. Et pour que toi, Amuse, tu puisses nous répondre, est-ce que pour toi aussi, tu suis Nathan dans cette voie où tu ne dissocies pas les trois clubs, ou est-ce que tu mets quand même peut-être une échelle, une marche entre l'un ou l'autre club? Non, moi je suis totalement d'accord avec Florent et Nathan. Au fil de la saison, on a vu qu'en fait, on se rapproche beaucoup plus d'une course à 3 qu'à une course à 6. Limite, on voit vraiment un gap entre les 3 premiers des Playoff Champions et les 3 derniers, tu vois. Il n'y a qu'à regarder les matchs et les scores ou l'effectif. Donc, et pour répondre à ta question sur est-ce que l'Union est intégrée dans ce... Parce qu'à un moment, tu parlais de course à 2 aussi, si l'Union est inclus ou pas. Pour moi, 6 points, c'est pas grand-chose. Là, et ce qui change cette saison, c'est que l'Union Saint-Gilloise sera en mode chasseur, tu vois. C'est une autre mentalité. Tu te fais pas chasser comme les autres saisons. Et ça sera franchement très intéressant à suivre. Et ici, parmi les équipes, je regarde un peu, tu as l'Union qui joue quand même d'abord le top 4, 5, 6. Et ça peut être intéressant, tu vois, par la suite, parce qu'il suffit que le match entre Genk et Bruges soit un match nul, tu reviens, tu vois, et ça change dans toute la confiance, et là, tu peux commencer à faire douter Genk ou Bruges. Donc, non, c'est très intéressant, et j'aimerais vraiment bien voir cette Union Saint-Gilloise-là en mode chasseur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. L'Union a le calendrier, entre guillemets, le plus simple au début. Elle a les 3 premières journées qui sont les plus accessibles, avec, oui, comme on dit, le 4e, 5e et 6e d'affilée, alors que Bruges et Genk s'affrontent à la 3e journée. Donc, mathématiquement, si l'Union fait un 9 sur 9 pour commencer, ils se seront rapprochés de Bruges ou de Genk, voire des deux si c'est match nul de l'autre côté. Et ça peut leur mettre un très très bon influx. Mais ils doivent le faire, parce qu'après, la 4e et la 5e journée, c'est en déplacement à Bruges et puis en déplacement à Genk, ou vice-versa. Mais je pense que c'est Bruges et Genk. Donc voilà, je pense qu'on sera vite fixé, mais si l'Union commence en trombe, ils peuvent directement mettre la pression sur Bruges et Genk, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, ça c'est clair. Et ça peut être le contraire aussi, tu vois, il suffit que l'Union commence à choc dès le début, et tu sais que c'est mort, et ce sera une course à 2. Là, ce sera fini directement, oui. Parce que rattraper 6 points, c'est faisable, mais s'il se retrouve à 8 points après une journée déjà, ça devient compliqué, quoi. Ça va être intéressant. Parce que la première journée, les équipes sont à domicile. Les 3 premiers sont à domicile, et la journée 2, les 3 sont à l'extérieur. Et à mon avis, c'est la 2e journée qui va être très intéressante à suivre. Ouais, faut pas que Anthony Maurice nous refasse ce qu'il nous a fait la saison passée. Avec Vetlesen, incroyable ça. Quel souvenir. De manière générale, il avait fait des mauvais playoffs la saison passée, alors qu'il avait. Et ici, encore une fois, il fait une saison fantastique, je trouve. Maurice, il fait vraiment il a mal débuté la saison, notamment contre le Slavia Prague en Europe, mais en championnat en tout cas, je trouve que il a vraiment retrouvé son meilleur niveau. Mais c'est maintenant que ça va être important pour lui de rester à ce niveau, et pour toute l'équipe de l'Union de rester à ce niveau, quoi. C'est clair. Donc moi je vais pas rajouter à ce que vous avez dit. Je pense que j'ai la même vision que vous. L'Union, moi, pense depuis plusieurs mois, je les intégrais déjà dans cette course en disant que pour moi ils pouvaient revenir et qu'ils avaient montré des choses, surtout dans les gros matchs, qu'ils pouvaient répondre. Et Nathan, tu m'as un petit peu devancé sur les calculs face au top 6. Je vais quand même les répéter, pas de souci. Donc les points pris face aux équipes du top 6, donc de Genk, Bruges et l'Union. Donc j'étais presque assez étonné quand je les ai calculés, de voir en fait que Genk a fait quand même 20 sur 30, et donc l'équipe qui a pris le plus de points face aux autres équipes du top 6. Donc on a Bruges avec 15 sur 30 et l'Union avec 16 sur 30. J'aurais presque dit l'inverse, j'aurais pensé l'inverse, parce qu'en fait, moi dans ma tête, j'ai vu Bruges tellement haut parfois face aux autres, et j'ai vu aussi l'Union où en fait, je les ai vus assez peu de défaites, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de nuls peut-être en début de saison face à Anderlecht par exemple. Florent a un petit peu répondu déjà à la question. Quelle équipe parmi ces 3 sur la saison vous a peut-être le plus impressionné? Moi, je voudrais juste revenir sur le calcul face au top 6. Genk, c'est 20 sur 30, tu dis, Bruges 15. En fait, il suffit que Bruges batte Genk ou qu'il y ait un résultat qui s'inverse, et en fait, on passe à du 17-18. Enfin, tu vois, c'est plus serré que l'impression que ça en donne, en fait. Après, j'allais dire, je pense que Genk et Bruges, c'est une victoire chacun dans la confrontation directe. Donc, on peut dire que ça veut dire que c'est pas là que la différence est faite.
Ouais. Après, il y a les Moi, résultats c'est et les il y a le chiffres que je contenu. considérais. Il Oui, y avait oui. le contenu Ouais. parce que le match aller, c'est 3-2 pour Genk, mais c'est 0-2 pour Bruges. Puis il y a eu Ouais. un truc assez bizarre où après le 0-2, il y a eu le VAR, puis des changements qui ont duré assez longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu prendre le dessus parce qu'ils ont eu un penalty juste derrière, alors qu'il y a eu 5-6 minutes de pause entre le but et le moment où ça reprend. Et c'est un peu bizarre. Et Genk, qui sont sur une pente ascendante et ils vont faire 3-2. Mais globalement, dans le match, ils n'ont pas mérité forcément de gagner. Ils ont fait une disons que super fin de match. c'est pas une statistique aussi claire que celle que j'ai donnée sur Anderlecht, qui est 1 sur 18. Ah oui, ça c'est Voilà, ouais, c'est juste ça. c'est plus clair. Sinon, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est difficile à dire parce que en fait, tout doit se mettre dans un contexte. Et moi, je dirais que c'est l'Union dans le sens où c'est peut-être ceux qui ont perdu le plus de joueurs l'été passé, qui doivent à chaque fois repartir de zéro et qui ont le plus monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Donc, à la limite, c'est peut-être ça qui m'a le plus impressionné de leur part. Sur l'ensemble, par exemple, sur 90 minutes, il y a peu de clubs qui m'ont autant impressionné que ce que Bruges a fait à Anderlecht au Jan Bredel, et pourtant ils gagnent que 2-1 et on passe même tout près du 2-2 à la fin, là, ce qui aurait été le vol de l'année. Mais ça doit être 8-1 ce match, vraiment, c'était incroyable. Et ça, c'est peut-être les 90 meilleures minutes de football que j'ai vu de la part d'une équipe. Mais au final, ils gagnent que 2-1, mais bon, voilà. Et Genk, tu l'as dit, Genk, je trouve que ça a jamais été non plus flamboyant, mais c'est peut-être les plus réguliers, ceux qui vont aller, statistiquement ça le prouve, qui vont aller chercher le plus le résultat au bon moment. Mais Bruges et l'Union m'ont peut-être plus impressionné par moment ou par leur progression. Genk, j'ai noté que sur les 12 derniers matchs, ils ont gagné 7 fois par un but d'écart. Ouais, voilà. Donc vraiment, ils sont efficaces, quoi. C'est ça d'avoir un buteur. Hein. S'ils gagnent 7 fois par un but d'écart en play-off, ils sont champions. Donc, voilà. Toi, Muse, parmi ces 3 équipes, c'est laquelle toi tu mettrais devant dans la pression? Je pense, comme Florent, moi je vais diviser la question en 3. L'équipe qui m'a plus impressionné dans la régularité, je dirais, c'est Genk, tu vois. Que ce soit des victoires 1-0 ou 5-0, une victoire, c'est une 3 victoire, points. tu vois. Voilà, 3 points, c'est 3 points. Et ensuite, Florent l'a bien dit, en termes de qualité, tu as Bruges qui des fois joue extrêmement bien. Tu vois, moi j'appelle le club de Bruges le Real de Madrid de Belgique, tu vois, pas le Real de Madrid, mais le Real Madrid de Belgique, parce que des fois, ça te fait tellement rêver, ça joue tellement bien que Ah ouais, le Real, ça te fait rêver? Sur certains matchs, oui. Ah ouais? Paris, Belgique, Ils sont où ces matchs? Je les ai pas vus. Et je disais, donc en termes de qualité, je dirais Bruges, mais sinon, dans le jeu, t'as l'Union aussi qui est bien revenu, donc limite qui sont repris à zéro. Ils reviennent, ils reconstruisent. Dans l'émission de début de saison, on disait où est-ce qu'on voit l'Union? Ils commencent mal, ils ont une défaite, un match nul. Est-ce qu'on les voit en Play of Champions? Et au final, ils nous ont tous prouvé le contraire, tu vois. Ils sont montés en puissance. Donc, moi, je dirais que c'est une question où ça dépend du point de vue. Donc, je ne peux pas vraiment te répondre là-dessus. Bruges a été aussi capable de faire preuve de beaucoup d'arrogance, hein, notamment à l'Antwerp. Ça, c'était. Oui, ils se sont sabotés, ouais. On perd 2-1. Ils ont été assez capables ils sont aussi capables de le faire par moment de déconnecter un peu. C'est vraiment de l'arrogance? Parce que moi, je trouve que c'est lunaire. Enfin, je ne dirais même pas que c'est l'arrogance. Ils ont raté parce qu'ils ont. Enfin, maintenant, il y a Joubrek qui est en feu, mais que tu as Lamens qui était fou et eux ont un vrai problème de neuf, entre guillemets. Qui fait que. Je n'ai pas trouvé ça arrogant parce que les occasions, ils ont continué à jouer, mais à un moment, quand Doumbia se prend pour je ne sais pas qui, c'était Corbani l'année passée. Ouais, exactement. Mais moi, si je peux répondre à ma propre question, l'équipe qui m'a le plus. C'est vrai que c'est une question compliquée hein, et je vous suis dans vos réponses. Mais moi, je vais quand même choisir Bruges et pas faire de distinguo parce que je pense que c'est l'équipe qui, comme on l'a dit, a atteint, je pense, le plus haut parmi les trois et que en gros en fait je pense que si Bruges joue 10 matchs face à l'Union, j'exagère mais ils peuvent en gagner 6-7 et face à Genk peut-être plus encore 7-8 alors que les autres j'ai un petit peu plus de doutes. Pour terminer un petit peu sur cette course moi j'ai pas répondu vite fait parce que non mais parce que moi je voulais rajouter un truc parce que Bruges clairement je vais répondre Bruges parce qu'ils ont été impressionnants dans les gros matchs en fait cette saison. Ils ont fait que 15 sur 30, mais contre Gand c'est 2-4 alors que ça doit être 4-0 à la mi-temps, et c'est 0-2, c'était lunaire. Contre l'Antwerp, on l'a dit, ça perd 2-1.
contre l'Union, c'est 2-2, mais si tu fais pas l'erreur en début de mi-temps où Ivanovic marque, c'est peut-être différent et tout. Bruges, à chaque fois, est limite la meilleure équipe sur le terrain. Je dirais qu'il y a 2 fois seulement où j'ai trouvé que l'équipe en face pouvait rivaliser dans le jeu. C'était donc l'Union, notamment au match à retour, où ça fait 2-2. Ils ont fait une bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, c'était un peu plus à l'avantage de Bruges. Et le match de coupe, Genk-Bruges, où c'est 1-1. Et là, Genk a vraiment été très, très fort. C'est pour dire qu'ils peuvent aussi atteindre un très haut niveau. Mais globalement, dans les grosses affiches, Bruges est souvent impressionnant. Là où ils ont perdu des points, c'est dans les gros matchs, ils ont perdu des points. Ouais, on a perdu Mais 15. en jouant bien, alors que dans les petits matchs, ils ont perdu des points en jouant bêtement, quoi. Tu vois, c'est ça que. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, ils ont perdu beaucoup de points aussi après les matchs européens, tu vois, souvent contre les moins fortes équipes. Et maintenant, il n'y en aura plus parce qu'ils ont été éliminés par Aston Villa, on le rappelle. Avec les honneurs. Avec les honneurs. Donc pour terminer sur cette partie, faut se mouiller un petit peu. Vous voyez qui champion parmi ces trois-là? Oh là là. C'est dur, hein, parce que vraiment là, c'est indécis. Hein. Je pense que c'est une des saisons où c'est vraiment le plus compliqué de prévoir qui pourrait être champion parce que tout peut se renverser. Mais moi je vais mouiller. Je pense que Genk terminera le travail, ouais. Alors, un Genk. Moi, je te dis, qui fera pas 6 sur 6 au début, tu vois? L'équipe qui fera pas 6 sur 6, attention, quoi. Dis-moi, c'est qui? Moi, je vais dire Bruges, quand même. Bruges champion. Pour le supporter qui parle. À l'expérience, c'est la meilleure équipe. Donc moi je devrais dire l'Union, c'est ça, pour qu'on ait un petit peu le panel complet. Mais je pense que l'Union, ça va encore être un peu trop court. Et je vois Bruges aussi. Je vois Bruges. Il y a des mecs dans cette équipe qui, bon, malheureusement Mignolet, je pense qu'il va pas remonter tout de suite sur le terrain. Je sais pas combien de temps il va être indisponible. Bon, il va pas rater tous les playoffs, quoi. Après, il y a Kers. C'est ça, il y a Kers de l'année passée. Ouais, c'est vrai aussi. Mais il y a un Van Aken dans cette équipe. Il y a Michele derrière. Je pense qu'il y a ce qu'il faut dans cette équipe pour aller le faire. Et je pense que ne serait-ce que de prendre 6 sur 6 contre Genk, bon, c'est un gros si, hein, mais s'ils le font, ils dépassent déjà Genk par rapport au classement du début, quoi. Le match retour, à Genk, c'est après la coupe. Après le match de coupe. Ouais. Vraiment, ils ont placé exprès, quoi. Vraiment, le gros match, c'est juste après la coupe. Vraiment. Mais est-ce que la saison de Bruges serait réussie avec une victoire en coupe, tu vois? C'est ça, et je pense pas. Donc, non. Européen, c'est quand même une grosse réussite. En finale. Ouais, non. Le club de Bruges. Hein. Pour moi, le Bruges, maintenant, si Bruges ne gagne pas le championnat, la saison n'est pas réussie. Hein. Pas 100% réussie. Elle n'est pas ratée non plus, mais elle n'est pas 100%. Oui, elle n'est pas ratée. Mais ouais. Et moi, je vais mouiller. Moi, je vais suivre Muse. Moi, je pense que c'est Genk. Mon gars, ça. Je pense que c'est Genk, en vrai. Et moi, je pense que tout mon avis est peut-être biaisé ou change sur le dernier match. Où, en fait, pour moi, je pense qu'ils éliminent l'Union sur cette victoire, où ils les mettent à 6 points. Et 6 points, c'est peut-être pas tant que ça, mais c'est 2 victoires. Et l'autre, il doit perdre 2 fois, ce qui fait beaucoup. Et je trouve qu'ils ont quand même montré aussi de l'autorité. Parce que je trouvais que vraiment, Genk, sur les dernières semaines, c'était plus compliqué. Et là, le match face à l'Union, j'ai retrouvé une bonne équipe. Franchement, une belle équipe qui a vraiment dominé un adversaire qu'on l'a dit, qui est vraiment fort. Et en plus, ils ont le meilleur buteur du championnat. Donc, ça peut t'aider quand même d'avoir un mec qui presque te facture un but par match. T'as O qui monte aussi et qui est le meilleur buteur remplaçant du championnat. Tu perds pas à la maison. Aussi, tu perds pas à la maison, ça veut dire que tu as un capital de points déjà que tu peux prendre lors de ces playoffs. Donc moi, je pense que Genk, ça va le faire. Et j'espère pour eux, parce que bon, vu que déjà il y a 2 ans ce qu'ils ont pris, ils vont pas quand même le refaire, quoi. Ouais, impatient de les voir en Champions League l'année prochaine, hein. Vraiment. Non, peut-être on n'est pas obligé, on peut juste leur donner le titre, mais la place, ils peuvent la laisser au club. Et par contre, c'est vrai, c'est Muse en parlant, et là j'y pense. Ce qu'on doit dire Champions Playoff, je ne sais pas vous, mais moi je suis incapable de dire Champions Playoff, European Playoff. Pas, je me force. Je préfère dire Playoff 1. Moi je dis les Playoffs. Il n'y a pas de. Et comme on parle jamais des Playoffs, parle jamais des Playoffs 2 de toute façon. Playoff Europe, je trouve ça ridicule aussi. European Playoff. Yes. Ça va, on doit plus le dire pendant très longtemps. Encore un an et puis c'est fini. Ouais. Des gens en seront heureux, d'autres en seront moins heureux. Peut-être que moi, j'en serai pas heureux. Je ne sais pas. Donc maintenant, on va passer à la suite. Parce qu'en fait, il n'y a pas que 3 équipes en playoff 1. On dirait pas, mais en fait, il y en a 6. On a aussi Anderlecht, l'Antwerp et la Gantoise. La question, est-ce que ils seront en mode figurant?
Donc, ils ont donc respectivement donc Anderlecht 26 points. Au final, ils ont 2 points de retard sur l'Union. Donc, Anderlecht est plus proche de l'Union que l'Union est proche de Genk. L'Antwerp et Gand ont 23 points avec en fait l'Antwerp, je pense, c'est eux. Et en fait, ils ont un demi-point de plus que Gand parce que Gand il y a eu l'arrondi aussi supérieur. Donc je pense qu'on a déjà un point commun en fait pour ces clubs, c'est que les trois ont changé de coach, ce qui est peut-être une indication sur la saison qu'ils ont fournie. Donc on va aller, je pense, assez vite, hein, parce que bon, je pense par exemple que quand il y aura le choix, s'il y a Bruges, Genk et Antwerp, Gand, je pense que tout le monde ne va pas forcément regarder Antwerp, Gand. Est-ce qu'on peut déjà considérer que la saison de ces trois clubs, c'est un échec, oui ou non? Et si oui, comment vous expliquez cet échec? Je vais me lancer pour dire que la saison d'Anderlecht, ça dépendra de la victoire en coupe ou pas. Enfin voilà, s'ils battent Bruges en coupe, la saison d'Anderlecht, elle est réussie. Ils peuvent prendre 0 sur 18 en play-off, on s'en fiche, vraiment. Je pense que tout le monde s'en fichera à Anderlecht. Parce que premier titre depuis 2017. Donc, et ticket européen. Donc c'est tout ce qu'il faut pour Anderlecht cette saison. Personne ne s'attend à plus là-bas, je crois. Au contraire de Bruges, où une victoire en coupe ne suffirait peut-être pas à dire que la saison est réussie. Je pense qu'à Anderlecht, c'est ça qui déterminera ça. À Antwerp et la Gantoise, par contre, c'est plus compliqué quand même. Je pense que, en fait, l'Antwerp, le projet est très différent depuis que voilà, ils ont été chercher Jonas de Roek. Ça s'est pas très bien passé, mais l'idée c'était plus de repartir sur des jeunes. On sait qu'il y a eu moins d'investissement de la part de Geysens aussi. Donc je pense que c'était un peu attendu que la saison soit moins bonne. Et la Gantoise, c'est peut-être celui que je qualifierais d'échec. Ouais. Parce que le propriétaire était quand même arrivé un petit peu avec ses gros souliers, avec une mentalité un peu plus à l'américaine aussi. Et il y avait eu des déclarations, etc. Et puis au final, pour un peu un pétard mouillé. Et en plus, on voit que le stade est parfois désespérément vide. Enfin voilà, il manque un truc, il manque un peu d'âme, un peu de folie dans la saison de la Gantoise. Alors que l'Antwerp, je pense que c'était un peu plus prévu, c'était un peu plus prévisible en tout cas, ce qui s'est passé à l'Antwerp cette saison, quoi. Donc voilà pour les trois cas. Par contre, si Anderlecht perd en finale de la coupe, ouais, ça va être compliqué, quoi. Ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Ce qu'ils vont faire, voilà. Moi, ce que j'ai dit, j'ai dit que Anderlecht, pareil, c'était pas forcément une mauvaise saison parce que, ok, au début de la saison, peut-être qu'ils avaient l'ambition d'être champions parce que l'année passée, ils étaient passés à ça, mais au final, on a vite compris que c'était compliqué. Déjà, ils ont fait quelques erreurs parce que tu demandais comment expliquer pourquoi est-ce que c'était un échec. Ils ont gardé Rimmer, c'était peut-être une erreur de le garder pendant l'été. Ils auraient dû changer avant parce que après, ils ont dû un peu bidouiller en gardant Hubert. Ils savaient pas trop quoi faire et tout. Et ça, maintenant, tu vois où ils en sont. Hein, clairement, Hubert, je pense qu'il n'a pas trop d'avenir et tout. Ils vont le changer à la fin de la saison. Alors que s'il avait changé l'été passé, peut-être que ça aurait été différent. Mais ça peut expliquer pourquoi c'est un semi-échec. Après, ils sont en finale de la Coupe. Ils sont 4e. Je veux dire, ils sont quoi, à 4 points de Bruges, de la 2e place. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais ils sont quand même à 4 points. Quoi. Ils sont pas si loin. C'est même écart que Bruges avec Genk. Tu vois, Ouais, c'est fou. Hein. Finalement, ils sont pas si loin que ça. Mais c'est vrai que et en plus, ils ont eu beaucoup de blessés. Je veux dire, si là, ils arrivent, Dolberg, Stroikens, ils sont en forme, pourquoi pas, ils peuvent faire une remontée, hein, parce qu'ils n'ont pas un calendrier non plus. Ils commencent fort avec les trois ils peuvent grosses juste avoir équipes. 0 sur 9 après. Mais après, ils ont 4-5 matchs où ils peuvent enchaîner, hein, on ne sait pas. L'Antwerp, pareil, j'ai dit, avec ce qui se passait financièrement et tout, où clairement, ils ont mis un frein au truc. Ils ont vendu Camp, Andrejka durant l'hiver. Ça se voyait que l'objectif, c'était plus vraiment de jouer le tout haut, mais d'aller chercher une place européenne, ce qu'ils sont toujours en course pour faire. Donc, c'est pas forcément un gros échec. Et Gand, ça, ouais, c'est un gros échec parce qu'ils ont très mal géré l'après Van Azebroek. Ils ont changé d'ADN, en fait. Quand tu perds Van Azebroek, tu vas chercher Vranken, tu passes du système assez particulier de Van Azebroek au 4-3-3 qui convenait pas du tout. C'était compliqué. Tu perds aussi des super joueurs comme De Sar, comme Tissou Dali en pointe. Tu les remplaces par Max Dean qui était pas mal, mais qui a mis du temps à se démarrer. Et au moment où il démarre, boum, il se pète. C'est compliqué. Ong aussi qui est parti. Fernandez Pardo, hein, malheureusement, alors qu'il était en train d'exploser. Et donc, on peut expliquer leur mauvaise saison au changement, tu vois, parce qu'ils sont clairement dans une phase de transition entre l'ancienne direction et la nouvelle. Et peut-être qu'ils ratent une saison, c'est pas trop grave non plus, mais
On verra. Ça sera l'année prochaine que j'ai envie de plus les juger. Là, d'ailleurs, avec Milicevic, je trouve que ça va déjà un peu mieux. C'est pas parfait et tout, hein, mais ça va déjà un peu mieux. Donc, peut-être qu'ils peuvent être intéressants dans les playoffs. Donc, Parce à que voir. l'ADN du club, hein. Milicevic, justement, tu retrouves Ouais, déjà exactement. ce qui fait l'ADN du club. Et par exemple, le départ de Julien Dessart, on n'y pense plus beaucoup, mais je pense que si le projet avait été plus clair dès le début et avait convaincu Julien Dessart, il serait pas parti. Parce que j'ai pas l'impression, enfin, j'ai l'impression que c'est un gars qui est assez terre à terre, je pense pas qu'il aurait vu ça comme une dernière chance d'aller décrocher un transfert. Je pense que c'est au Qatar qu'il est parti, c'est ça? Au Ouais, je Qatar. pense que c'est le Qatar. Ça m'a vraiment étonné parce que c'est pas le genre de mec que j'aurais imaginé faire ça, et il l'a certainement pas fait de manière irréfléchie. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il n'était pas convaincu par ce qui était en train de se passer à la Gantoise. J'ai l'impression. C'est Et, mon sentiment. Et pour réagir sur la Gantoise, est-ce que la Gantoise, est-ce que c'est pas dès janvier de l'année passée où tu vis de toute ton équipe avec Si, Hugo à force, Kuipers, Gift Orban, Malik tout à Fofana? fait. Est-ce que c'est pas déjà là où ça démarre? Et puis, tu as peut-être en Ah pointe ouais, le fait que parce qu'ils t'as étaient ton autre grave pépite. forts. Ouais, bah oui, pour moi, ils étaient dans mes 3 C'était favoris pour le troisième, hein, je titre crois. jusque Ouais, janvier. Ils étaient énormes, mais ils plus se fort sont que flingués. Mais alors là, Ils se c'est sont flingués. un sabordage pareil, vraiment. Ils ont raté les playoffs 1 l'année passée. Ta pépite du club, qui est maintenant Diable Rouge, que tu vends, enfin que tu n'arrives pas à convaincre pour qu'il signe son contrat pro. Donc j'ai l'impression que même ça date pas juste du changement Hein Van Azebroek, Vranken, et que même avant, parce qu'en fait, Hein Van Azebroek était déjà le coach quand ils se sont pas qualifiés il y a un an en fait. Au final, ils font presque mieux cette année que l'année passée vu qu'ils sont en playoff 1. parce que le championnat est moins fort. Mais Oui, Gand, je oui. pense que ça fait depuis 2019 qu'ils n'ont pas été en playoff. Parce que 2020, ça a arrêté à cause du Covid et depuis, ils n'ont pas été. Hein. Donc là, ça fait Ouais. 6 ans, ils n'ont pas été en playoff. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ils gagnent Ouais. à chaque fois les playoffs 2. Ouais, c'est un exploit en fait. Bravo à eux. Hein. Ouais, en fait, ouais. C'est une saison réussie au Ils ne seront pas final. européens, mais Ouais, cette fois-ci, ils seront pas. Et toi, Muse, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être par rapport à ça? Moi, je trouve ça fou qu'on soit dans ma tête, qu'on vole un peu mes idées. J'ai l'impression qu'on a un peu dit Parler en tout ce que premier la prochaine fois. pensais. ouais, on testera pas. Mais pour revenir, d'abord, je vais commencer sur le cas de l'Antwerp. Moi, début de saison, on avait tourné un épisode conseil de classe, et moi, j'avais dit que l'Antwerp, j'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes, où ça peut bien marcher, tu gagnes, ensuite tu perds, et je ne savais pas au final où les situer. Au final, voilà, ils sont en play-off 1, mais pour moi, l'Antwerp, cette saison, en play-off 1, c'est un peu de la figuration. Je vais être méchant dans ce que je dis, mais c'est vraiment la figuration. Je ne pense pas que ce soit leur objectif d'être un peu plus haut. Ils visent un ticket européen et point à la limite. Et voilà, c'est fini. Sinon, Anderlecht, l'objectif cette saison, c'est la coupe, clairement. Qu'est-ce qu'ils vont proposer en play-off 1? Moi, je m'attends à rien du tout, tu vois. Et dès le début de saison, on le savait tous qu'Anderlecht ne serait pas champion, notamment en gardant Hubert et jusqu'en janvier où tu avais des interrogations, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il y aura un nouveau coach, donc encore un changement. Toutes ces choses-là nous disaient un peu déjà que ça allait pas être une grande saison. Et la Gantoise, très déçu aussi. Et je m'attends pas à grand-chose. Moi, pour moi, c'est vraiment coupé en deux. Tu as le top 3 qui vont se déchirer. Et puis, tu as 4, 5, 6 où ça va se regarder, ça va jouer. Et voilà, sans grande ambition, je dirais. Pour réagir à ce que dit Muse, c'est la question de base. Muse a déjà un petit peu donné son avis par rapport à ça. Et je vous le demande à vous, Florian Nathan. Est-ce que ces 3 clubs-là, en playoff 1, au final, ils vont faire figuration ou il y aura peut-être l'un d'eux qui va pouvoir jouer un rôle d'arbitre dans ces playoffs et va peut-être pouvoir aller quand même embêter, que ce soit Bruges, l'Union ou Genk? Bah, moi, je trouve qu'Anderlecht et Gand peuvent. Antwerp comme Muse, je trouve que c'est un peu compliqué. Ils sont déjà contents d'être en playoff 1. Gand, ils ont complètement raté leur saison et maintenant ils commencent à être dans un bon pic de forme. Bon, ils viennent de perdre contre Courtrai. Donc, Ouais, ils se sont fait. pour me contredire. Mais je pense qu'ils ont quand même. Ils peuvent proposer quelque chose, à mon avis. Surtout qu'ils ont bien recruté cet hiver avec Van Zer, avec le jeune là, Gore, je sais pas comment il s'appelle. Goré. Ouais, Gore, Lui, à mon avis, ça va être un bon joueur dans les futures années. Hein. Il m'a bien plu sur les quelques matchs que j'ai vus. Donc, je vois bien Gand pouvoir embêter, surtout que tu sais que Gand-Bruges, par exemple, tu vois, c'est quand même un derby, donc c'est toujours des matchs qui peuvent faire perdre des points à Bruges. Ouais. Anderlecht, pareil avec l'Union. Même si Anderlecht, pareil, moi je te dis, ils vont récupérer leur équipe. Je suis pas
complètement sûr qu'ils vont pas un peu aller au moins chercher le top 3, c'est possible. Hein. Ça dépendra de comment ça se goupille en haut. Mais avec cette période, je te dis, juste après les 3 gros matchs, où il y a vraiment un petit laps de temps où ils peuvent faire beaucoup de points et imagine, tu vois, ils reviennent à égalité à ce moment-là, et bon, à la fin, ils auront un gros calendrier, mais imagine, ils sont à égalité à ce moment-là, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Donc, ils vont pas faire que de la figuration, surtout qu'il y a des places européennes à aller chercher. La 3e, 4e place seront qualificatives directement, tu n'auras pas à aller faire le barrage, tu sais que tu finis la saison un peu plus tard. L'année passée, Genk, ils l'ont coûté cher, hein, ils ont perdu contre Gand. Donc, voilà. Non, moi je vois pas du tout. Moi, je vois plus l'Antwerp sur un coup d'éclat est capable de. Ils l'ont déjà fait en saison de battre Bruges parce qu'il y a des joueurs là-dedans qui sont capables de se sublimer sur un match comme Sherry, comme Janssen. Un Dolberg, c'est un joueur qui peut amener beaucoup effectivement, mais il a besoin que l'équipe autour de lui quand même soit bonne. Je suis pas sûr que si Dolberg revient, il pourra faire vraiment toute la différence à lui tout seul dans des matchs contre le top 6. Je suis pas certain. Et le reste, c'est qui en fait les retours de blessures? C'est Stroikens, mais il est revenu et il est pas bon. Faudrait qu'il revienne à un bon niveau, quoi. Le Sardella cette saison, il est géré pour le moment. Je pense pas qu'il puisse commencer. Le Sardella cette saison, il est pas bon. Cette saison, ouais, non, c'est vrai que cette saison, il est pas ouf. Et Stroikens, il est pas de blessure, c'est moyen aussi. Mais il est pas il est pas géré. Hein. Sardella, il est blessé contre Sardella, il est blessé de toute façon. Je parlais pas de Sardella, je parlais de Stroikens. Stroikens, oui, mais voilà, Hazard, pareil, il monte en puissance. D'ailleurs, il a fait une très bonne rentrée ce week-end contre le Cercle. Mais est-ce qu'il retrouvera je pense que l'idée, c'était qu'il retrouve son meilleur niveau pour les playoffs, mais voilà, on y est, donc ça va être le moment. Et ça peut être utile pour Dolberg aussi. Hein. Un bon Hazard pour Dolberg. Bien sûr. À ce moment-là, oui, disons que si Stroikens, Hazard, Dolberg, si ça retrouve son niveau, je suis d'accord, ça peut montrer de belles choses, mais j'ai du mal. En fait, j'ai l'impression que le fond de jeu à Anderlecht n'a absolument pas progressé depuis plusieurs mois maintenant. Aussi parce qu'il y a des blessés à chaque fois. Je veux dire, David Hubert, à mon avis, ça doit être le seul coach en Belgique qui est dans ce cas-là. Il n'a pas aligné 2 fois le même 11, pas par sa faute. Ouais. Il n'a jamais réussi à aligner 2 fois le même 11. Et Rimmer avant lui non plus. Il y a un gros problème à Anderlecht au niveau des blessures. Je ne pense pas que Jacques Borlée va arriver avec une baguette magique et régler ce problème avant les playoffs. Donc ça va être compliqué. Alors que justement, des noms comme j'ai cité, Sherry et Janssen, mais Van Zer, c'est aussi un gars qui, à mon avis, va avoir les crocs pour les playoffs maintenant qu'il est revenu en Belgique. Il va vouloir montrer des choses. C'est des gars qui peuvent faire la différence et qui vont arriver décomplexés, alors qu'à Anderlecht, il y a quand même toujours la pression de montrer quelque chose. C'est pas faux. Donc, ouais, je sais pas. J'ai du mal à imaginer Anderlecht, en fait, aller vraiment embêter le top 3. Je les vois peut-être finir devant Antwerp et la Gantoise, parce que eux, je pense qu'ils arriveront peut-être à passer au-dessus sur un match, mais les 3 autres, je pense que ça va être compliqué d'aller les embêter quand même. Ouais, mais moi, je dis vraiment top 3. Mon avis, le top 3, c'est le top 3. Ils vont vraiment rester là. Mais quand je dis qu'ils vont les embêter, c'est leur faire perdre des points pour justement la course au titre. Dans la course au titre, ouais. Oui, de toute façon, il n'y a pas de petit match en play-off pour prendre un vraiment, ça va être incroyable. Ouais. Et mais moi, je suis totalement Florent. Dans la même veine, moi, Anderlecht, Florent l'a répété déjà, 1 sur 18. Ça veut dire beaucoup de choses quand même. C'est vraiment chaud, quoi. Il ne faut pas te mettre au niveau, sachant que le point qu'ils prennent, c'est sur l'Union qui n'était pas bonne en début de saison. C'était au tout début de l'année. Ouais. Voilà, donc même ça à mettre entre guillemets. Pour moi, Anderlecht, c'est l'équipe peut-être la plus pauvre footballistiquement, et pourtant Antwerp et Gand sont pas très très hauts, mais je les imagine pas. Ouais, et puis même Dolberg, comme il dit, on a vu dans les gros matchs cette saison, il peut pas sauver Anderlecht parce qu'il l'a jamais montré en fait cette saison. Même les matchs où il était là, dans les gros matchs, parce que s'il est tout seul, il est tout seul. S'il touche pas un ballon, il touche pas un ballon. Et moi, c'est peut-être ma hot take. Si Anderlecht fait 0 sur 9, je suis pas sûr que David Hubert est là pour la finale de coupe. Tu penses? Ouais, je pense pas qu'ils vont le virer avant la fin de la saison. Là, je pense. Parce que il faut prendre une note parce que je me dis 0 sur 9. S'ils se disent ça va plus du tout, le groupe ne le suit plus, comme il avait montré par exemple face à qui que le match où tu vois que l'équipe avait abandonné. Parce que c'est pas Westerlo, je sais plus, c'est quel match. Après Westerlo, lui a flingué ses joueurs après Westerlo, ça oui. Et c'était quoi le match avant le Standard? Attends, Charleroi, non, c'était encore avant.
En tout cas, il y a un match, je pense, avant le Standard où on se dit que en fait, ok, ils l'ont lâché en fait, parce que là, ils ont pas joué. Contre Ils l'Union. se sont pas. Ah oui, contre l'Union. Voilà, C'est contre justement, l'Union, c'est ils ont contre été l'Union. ridicules, effectivement. Ils ont été ridicules, ils n'ont pas montré aucune envie. Ils se sont dit, ben ouais, en fait, ils vont pas se battre pour David Hubert. Donc je me dis, est-ce que si tu fais 0 sur 9, justement, tu dis, ben la finale de coupe elle est ultra importante et que le groupe, il suit même plus le coach. Bon, je vais pas aller jusque Basile nous disait que c'est Jan Vertonghen qui allait finir joueur coach. J'irai pas jusque là, mais voilà, il faut se mouiller. Et je pense que, ouais, voilà, j'ai tout dit, j'ai rien à rajouter. Compliqué Vertonghen, quand même. Mais ce Ouais, qui est fou, c'est qu'on est en train de se dire ça et de se dire que ouais, il y en a quand même 3 dans cette top 6 qui sont pas à niveau, etc. C'est un top 6 entre guillemets de rêve, quoi. Il y a Anderlecht, Antwerp, la Gantoise et évidemment les 3 premiers. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi? Il n'y a pas un Zulte Waregem, un Lokeren ou un comme on a pu l'avoir à l'époque, quoi. Et là, on est quand même en train de se dire qu'il y a 50% du top 6 qui ne sait pas jouer au football, quoi. C'est quand même chaud, quoi. Ça en dit quand même vraiment long sur la saison qu'on a vécue et paradoxalement, parce qu'en Europe, on a fait des super résultats, mais je veux dire, c'est quand même dommage d'arriver avec un tel line-up pour les playoffs et de se dire que y a quand même la moitié qui joue pas très très bien, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et en plus, là, je me dis, bon, la saison passée, il y a eu des équipes qui ont eu plus de mal après, mais au mois de janvier, quand je voyais le top 6 au mois de janvier, il était où tu avais la Gantoise qui était très fort. Bon, il y avait Bruges qui était pas bon. Tu avais Anderlecht et l'Union qui étaient des équipes sérieuses. Même le Cercle, je pense que c'était sérieux. Cette année, footballistiquement, on n'a pas été gâtés. Hein. Après, l'avantage dans ce genre de situation, c'est qu'il n'y a quand même aucune de ces équipes qui peut se permettre de faire un 0 sur 18 sans que ça explose complètement en interne, quoi. Au contraire d'un Lokeren qui serait content d'être là et qui pourrait encore complètement lâcher, je pense qu'il y a un moment, c'est des clubs qui doivent avoir un peu de dignité, qui doivent se respecter et qui doivent quand même essayer de mettre un petit peu leur trip sur le terrain. Donc je pense que ça peut donner des belles batailles, j'espère. C'est quand même le minimum. Et même 0 sur 30, parce que vu qu'il y a 10 journées. Et plus, oui, donc je ne sais pas pourquoi je dis 0 sur 18. Parce qu'il y a 2 ans, c'était. il y a 2 ans, c'était ça. Dans le passé. Non, mais 0 sur 30, oui. Non, mais de toute façon, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc maintenant, on va passer au Playoff 2. Peut-être que c'est la seule fois qu'on en parlera cette saison. C'est intéressant. Ouais, c'est serré, là, oui, comme la Conference League, c'est intéressant. Ouais, mais on te laissera regarder avec plaisir, mais nous, on ne regardera pas. Donc, voilà, pour démarrer, on va directement démarrer sur le classement, où là, le classement, si c'était en playoff 1, on serait peut-être vraiment comme des fous. Donc, on a le Standard en tête avec 20 points, suivi de Malines, 19 points, Westerlo, 19 points, Charleroi, 19 points, OHL, 19 points, et Dender, qui est un peu lâché avec 16 points. Donc, à noter qu'il n'y a que Malines qui n'a pas eu l'arrondi vers le haut. Donc, voilà. Bon, nous, on est francophones, on va s'intéresser un petit peu à nos clubs wallons. Et tout d'abord, première question, on l'a déjà évoqué dans d'autres émissions, comment vous jugez un petit peu la saison du Standard et de Charleroi? Qui se lance en premier? Muse. Vas-y, commençons depuis pas je vais me lancer. Moi, je trouve la saison du Standard assez moyenne. En début de saison, j'étais quand même fou, je disais que le Standard peut viser les playoffs 1. J'y ai cru pendant un tout petit moment. Et ensuite, la réalité m'a frappé, mais vraiment fortement. Et là, j'ai compris qu'en fait, le Standard, pour son bien, ne devrait pas être en play-off 1 parce qu'on allait assister à quelque chose de très, très mauvais et on allait avoir une ville entière en feu. Mais sinon, ici, les play-off 2, moi, je vois Charleroi faire quelque chose. Il joue mieux que le Standard ces derniers temps. Et sachant que c'est un peu logique ce que je vais dire, hein, mais c'est un peu l'objectif de tous les clubs. Mais ici, moi, je vois mieux Charleroi prester lors de ces playoffs 2. Et avant de rentrer, avant de rentrer dans ce qui va se passer, toi, tu juges comment la saison de Charleroi? Parce que là, tu as parlé du Standard, mais Charleroi, tu la juges comment? Charleroi, c'est une bonne saison pour l'équipe, dans le sens où je ne m'attendais à pas grand-chose. Tu vois, on avait fait un épisode où on jugeait un peu les équipes. Je ne m'attendais pas à grand-chose et au final, ils m'ont quand même assez surpris et ils montent quand même en puissance. Donc, c'est pour ça que moi, je disais que pour moi, je les vois potentiellement vainqueurs de ces playoffs 2. Et sinon, tu as Dender qui est assuré d'être maintenu et moi,
pense que pour Dender, c'est plutôt la fête et ils vont pas forcément prendre au sérieux ces playoffs. Encore ce matin, je faisais mon article et il disait l'année passée, on avait fêté à Ibiza la montée. Donc là, cette année, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller, mais l'objectif est atteint, tu vois. Donc, c'est déjà les vacances. À Cancun. Tu m'as sucré déjà ma question suivante. T'aimes trop faire ça. Je vais revenir vers Nathan et Florent. Vous, par rapport au jugement sur la saison des deux clubs wallons. Bah, je vais commencer par le Standard. Moi, je trouve que c'est pas une saison moyenne. Je trouve que c'est une saison inespérée. À un moment, ils ont fait un mercato avec du brick et du broc. Ils ont fait des miracles avec pas un rond. Ils ont été chercher des joueurs en prêt. Je crois que le seul joueur qu'ils ont acheté, c'est Bates, si je ne me trompe pas. Et ils l'ont pas acheté bien cher. Donc il y a quand même eu pas mal de réussites dans tous ces prêts, dans tous ces transferts. Ils ont réussi à aller chercher Zekiri, Camara, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien vu. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire et ce que l'Echo a réussi à faire, alors oui, ils ont la pire attaque de Belgique, ça il faut quand même le dire. Très loin. Mais finir 7e avec la pire attaque de Belgique, c'est fort. Hein. Franchement, bravo. Quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. 7e, je ne sais pas s'ils finissent 7e ou 8e finalement. Oui, 7e. 7e, ouais, voilà. Ils ont 20 points, c'est les seuls. Normalement, avec la pire attaque du championnat, tu es dans la zone rouge, hein, tu es en playdowns, donc c'est assez fou. Maintenant, oui, non, c'est clair qu'on a très peu pris de plaisir. Petite pensée pour Loïc Vos, qui est notre suiveur du Standard. Il a vraiment passé une saison atroce. Je pense pas qu'il ait pris du plaisir une fois cette saison, ou peut-être une ou deux fois par-ci par-là, mais voilà. Donc ça, c'est clair que pour les supporters qui espéraient voir du beau football, c'était pas le cas, mais je pense que personne n'était naïf et espérait ça. Donc le Standard, je pense qu'ils ont surperformé, et peut-être même à la limite plus que trop pour leur propre bien, dans le sens où il y a un moment où on a commencé à croire, et en fait il y a des attentes irréalistes qui ont commencé à peser sur les joueurs, sur l'Echo, et je crois que ça a fait plus de mal que de bien par moment, parce que non, il fallait pas espérer qu'ils aient cherché le top 6. Moi pourtant, il y a un moment où je me suis dit qu'ils allaient le faire, mais ils sont, même, je veux dire, 7e, ils sont pas à leur place, ils sont un peu trop haut. Par rapport à la situation du club. Il ne faut pas oublier ce qui se passe en coulisses. C'est un club qui vit quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ils ont réussi à faire oublier ça à toute une ville, à tout un staff. Bon, le staff n'a pas oublié, je crois. À toute une direction par moment, à tout un stade, voilà. Et je pense que les joueurs eux-mêmes, à un moment, alors que la saison passée, ils n'ont pas réussi à faire abstraction du contexte, cette saison, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à s'amuser et à jouer au football, sans penser au contexte. Je pense qu'ils y sont arrivés cette saison. Et ça, chapeau. Après, Charleroi, j'en parlerai un peu après. Je vais te laisser parler, Nathan, un petit peu. Mais voilà, moi, je trouve que le Standard, bravo. Vraiment. Ouais, mais moi, j'avais justement en fait de mettre en corrélation le Standard et Charleroi, parce que je trouve que finalement, ils ont plus ou moins le même nombre de points, alors qu'ils ont un style très différent. Le Charleroi, je trouve qu'ils ont hyper bien joué. Ils ont proposé un des plus beaux jeux du championnat, mais ils n'ont pas été efficaces devant. Et ils avaient des problèmes derrière où ils ont pris des buts ridicules. Souvent, déjà, hier contre Bruges, le premier but, je trouve que c'est un peu ridicule, il est évitable et tout. Alors que le Standard, c'est l'inverse. C'était vraiment pas beau à voir. Mais il y a des matchs où ils se sont dit, on va être efficace. Derrière, on va mettre le bus, ça va pas rentrer. On va avoir 2 occasions, on va en mettre une. Et donc, ils ont pris des points comme ça. Alors que Charleroi, je pense, par exemple, tu inverses Zekeri Stulic, même si Stulic commence à être pas mal. Tu inverses les deux, mais Charleroi, ils sont en playoff 1 là, hein. Ils sont devant Gand et tout. Vraiment, ils ont proposé un jeu très très agréable. Genre tous les matchs, tu prenais du plaisir devant Charleroi, alors que le Standard, c'est l'inverse. Tu prenais pas de plaisir, mais c'était efficace. Bon, au final, ils ont plus ou moins le même nombre de points, donc c'est là où tu vois que le yin et le yang, finalement, ça se rejoint. Ils ont le même. Les chemins mènent à Rome. Ils arrivent au même endroit. Mais voilà, c'est 2 équipes très différentes, mais qui arrivent au même endroit. Voilà. Mais une des différences aussi, c'est j'ai parlé du mercato du Standard, c'est que Charleroi, par contre, je veux dire, ils ont été chercher Gretchen Kiei, c'était terrible, ça. Voilà, Alexis Phillips, je pense qu'on aurait pu deviner que ça n'allait pas marcher non plus, malheureusement, malgré tout le talent qu'il a. Moi, j'étais pas très étonné que ça marche pas non plus là. Et que Titra, ils ont pas été. Ouais, Titra, oui, ça c'est une réussite, mais c'est vrai que la filière, ouais. Mais Ouzou, il était déjà là la semaine passée. Non, je pense pas. Non, lui, c'est effectivement une réussite. Et la filière algérienne, ça avait déjà prouvé avec Zorgan que c'était bon, donc c'est bien qu'il continue avec ça.
Mais sinon, il n'y a pas d'attaquant qui est arrivé. Alors, heureusement pour eux, Stulic s'est enfin révélé. Mais tout le monde disait qu'il leur fallait un attaquant. Ils n'ont pas été le chercher. Koné, c'est quand même pas fameux. C'est aussi pas une trouvaille, quoi. Donc, au niveau du mercato, Charleroi, clairement, a fait du moins bon travail. Et c'est aussi là que ça s'est payé, quoi. Parce que par contre, Rick Demille, pareil. Grand respect pour ce qu'il arrive à faire. Top coach et top personne aussi. C'est un super mec. Vraiment, ça doit se dire de temps en temps parce que je trouve qu'on le dit pas assez souvent sur le plan humain. Rick Demille, c'est incroyable. C'est vraiment un super mec. Donc voilà. En plus, là, je me trompe, Stulic n'a pas été en plus appelé là en équipe nationale? Si. Ou je suis fou? Non. Ou en tout cas, il était dans la présélection, pardon. Il n'a peut-être pas été dans la sélection finale. C'est bien. C'est pas sa première sélection. Il avait déjà été appelé. Il était tout jeune. À l'époque où il jouait encore au pays. Ça, je savais. Il était encore tout jeune à 18 ans. Yep. Moi, je vais rapporter mon côté un peu négatif. Bon, le Standard, on en a déjà parlé pas mal cette saison. On nous a attrapé même notre veste, moi et Muse, dans les commentaires, pour que la semaine suivante, on dise vous avez peut-être raison. Moi, je ne juge pas la place du Standard. 7e, c'est bien, mais 7e parce que beaucoup ont fait une très mauvaise saison. Bien sûr. Dire, quand tu vois la saison passée, Gand était 7e avec 47 points, donc 7 points de plus que le Standard cette saison. Je vais pas... Parce qu'en fait, le Standard, je sais que la situation est compliquée, mais je ne vais pas faire un monologue. Mais il y a beaucoup de clubs qui ont raté. Donc, si beaucoup de clubs ratent et que toi, tu sais bien, en fait, ils ont fait une saison pour moi correcte. Ils ont pris ce qu'ils devaient prendre. Ils ont réussi à ne pas stresser. Mais il ne faut pas oublier le contexte. Et voilà. Et pour Charleroi, eux, justement, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont raté le coche parce que c'était une saison où je pense, vu que tu as Gand qui a fait une saison très compliquée, que tu as l'Antwerp qui est pas fou, où tu dis que tu aurais peut-être pu gratter cette 6e place au moins, ou au moins espérer, parce qu'au final, tu as moins espéré que le Standard, parce que assez vite, on a compris que Charleroi, malheureusement, ils n'iraient pas, alors que footballistiquement, pour moi, comme vous le disiez, je pense que c'est une des 6 meilleures équipes, et ils ne sont pas 6e en Belgique. Donc, je suis déçu, quoi. Il y a des trucs qu'ils ont ratés. Il y a des moments clés, charnières, qu'ils sont pas bien pris. Et c'est dommage. Par exemple, tu vois leur double confrontation face à Genk. Tu te dis, mais cette équipe n'a rien à faire en play-off 2, quoi. Enfin, à partir du moment où tu peux, sur 2 matchs, regarder le leader du championnat, voilà, quoi. Et que tu finis, au final, tu finis combien? Ils finissent derrière Westerlo. Donc Westerlo, pendant un moment, on se dit, purée, ils vont aller en play-off 3. Et Westerlo, bon, au final, ils sont égalité, mais ils finissent égalité avec toi. Tu te dis que tu as quand même raté des moments importants. C'est sûr. Et pour terminer, Muse nous a déjà répondu à cette question. Vous pensez comme d'habitude, Bon, tu feras pas mieux que là avec Selmakers, là c'était exceptionnel. Mais voilà. Qui pour vous va remporter ces Europe Playoffs? Moi, je dirais Malines. C'est très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a de la qualité. On n'en a pas parlé beaucoup, et c'est pas le but d'en parler beaucoup. Mais au HL, je trouve qu'il y a des bons joueurs aussi. Il y a de la qualité. Malines, il y a peut-être l'effet licenciement de Asie qui peut complètement les relancer, effectivement. Westerlo, non, en vrai, c'est hyper compliqué à dire. C'est compliqué. Parce que Westerlo, au final, c'est une équipe qui a sous-performé cette saison par rapport aux attentes. Timmy Simmonds, il avait fait du bon boulot. On était tous, en tout cas, Dender, il avait fait du très bon boulot. On était enthousiastes à l'idée de voir un petit peu ce que ça allait donner, etc. Ça va bien commencer en plus. Et puis, au final, ils font une saison un peu anonyme, mais ils peuvent tout à fait remporter ces playoffs 2 aussi. Donc, je trouve, en fait, à partir du moment où il n'y a pas la gantoise, ça devient ouvert. Tout à fait. Et en plus, là, ils commencent tous avec des points tous rapprochés. Parce que d'habitude, Gand, ils sont pas en playoff 1, mais ils sont quand même largement en avant sur le deuxième des playoff 2. Quoi. Ils n'avaient que 2 points l'année passée. Du coup, 1 point en finale sur Malines. Parce que Malines a réussi. Il y avait la lutte entre les deux. Avec OHL. C'était les deux seuls. Par contre, j'ai peur que ça se dégonfle au niveau du Standard. Pareil. Que l'affluence soit pas là, que l'écho n'en ait pas grand-chose à fiche, parce que je suis pas sûr qu'il va être là encore la saison prochaine. Et puis, voilà, il y a la stat aussi, que le Standard n'a pas gagné un match de playoff 2 depuis 2021. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Moi, j'ai l'impression que là, maintenant que l'enthousiasme a disparu, le contexte dont je parlais va peut-être les rattraper, et c'est maintenant qu'ils vont se dire la flemme. Un petit duel Malines-Charleroi, moi, je dirais quand même. Donc, Malines-Charleroi,
Muse nous avait dit Charleroi, et toi, Florent, t'arrives pas à te positionner parce Non, que j'y arrive c'est- vraiment pas là. Je C'est vrai préfère que être honnête. Westerlo OHL, c'est vrai. Hein. OHL, Ah, c'est la la 4e vérité, équipe à domicile. Hein. Le championnat. C'est une Ouais, forteresse. Hein. j'ai lu ça. C'est toi qui l'avais tweeté, Ouais, je ne c'est sais moi, plus. c'est moi qui avais fait là tantôt. Ouais, je me disais bien. Ben allez, moi aussi je suis Florent, je n'ai aucune idée. Et de toute façon, je ne regarderai pas. Donc on va passer maintenant aux playoffs 3 qui sont, j'ai envie de le dire, quand même peut-être beaucoup plus intéressants que les playoffs 2. Plus intéressant On va que les playoffs 2, ouais. Ouais, on se demandera qui évitera donc la Challenger Pro League. Donc on n'a pas de division de points par deux ici. Donc on a le Cercle avec 32 points, Saint-Tron avec 31 points. Oui, le Cercle a plus de points que le club de Bruges, il faut le dire. Ils sont 32 pendant que Bruges n'en a que 30. On a Courtrai avec 26 points et le Berscott qui est un petit peu lâché avec 18 points. Bon, je pense qu'on va pas parler de Berscott. Je pense que c'est déjà mort. Hein. Je pense que j'avais calculé, il leur faut je sais plus combien de points. Il leur faut quoi, 13 sur 18, quelque chose comme ça, pour espérer. Et encore, je pense que même, j'ai pas compté les points des adversaires qui prendront aussi. Question simple, qui va se sauver parmi ces 3 clubs-là et qui sera en barrage et qui sera en Challenger Pro League? Je réfléchis. Bah, je pense que le Berscott va descendre. Ça dur. fait très. Ça, je crois que ça ira. Même Courtrai, ils ont un petit retard quand même sur les 2 autres. D'ailleurs, il Ouais. faut peut-être quand même applaudir que Dirk Kuyt a fait toute la saison, quoi. Il a 18 points, mais il n'a pas sauté. Tout le monde a Moi, sauté. j'avais pronostiqué que c'était le premier viré. Et il a tenu. Il a tenu. Ah, le vieux père de Liverpool. Ouais, est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que c'est pas, il y a une forme d'abandon aussi de la part de la direction qui s'est dit, bon, de toute façon, c'est foutu, Est-ce qu'il y a- autant le Est-ce qu'il n'y a garder. pas une affaire financière peut-être derrière, je sais pas, ou ça coûterait cher de le virer, de toute façon on va quand même descendre. Il semblait que les Saoudiens en plus éventuellement pourraient quitter le club. Je sais plus. J'avoue que j'ai pas tout à fait suivi la situation du Berscott cette saison. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas la plus mauvaise équipe dans le jeu, malheureusement pour eux. Mais voilà. En fait, j'ai l'impression que ça va rester comme ça. C'est compliqué, c'est Je- compliqué. Ça reste- Donc je pense que je vous suis. Parce que le cercle, même quand même, on voit sur les dernières semaines, plus le changement de coach. En fait, après, je comprends pas ce qu'ils font là. Parce qu'à un moment, ils avaient tout montré pour pas être là, mais ils ont un petit peu craqué sur la fin. Je sais pas trop l'expliquer. Et Saint-Tron est censé avoir la qualité individuelle. Mais je me demande si Saint-Tron est pas aussi dans une saison un petit peu maudite, tout qui tourne contre eux. Est-ce que ça peut pas continuer à tourner contre eux, même dans ces Bah, playoffs? j'ai l'impression. t'as Mazou qui a pété un câble en interview, qui disait que ça fait plusieurs matchs où on se fait baiser, je crois que Ouais. c'est ça son mot, ou couillonner. Mhm. Donc j'espère que ça va pas lui porter malchance. Mais en vrai, c'est vraiment compliqué. Moi, je vais me mouiller. Moi, je pense le cercle. Le cercle, ça sort. Enfin, ça s'en sort. Ouais, ça sort finit, pas ça finit premier, quoi. Challenger Pro League, hein, mais genre, ils s'en sortent. Ouais. Qui est en barrage? Suivi de... Oh, putain, c'est vraiment dur en vrai. Non. Moi, je vois Saint-Tron. Moi, je dirais Saint-Tron derrière. quand même. Parce que j'ai l'impression que Mazou, en fait, quand il est dans une mentalité comme ça, j'ai l'impression qu'il attire un petit peu la négativité à lui aussi, un petit peu. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à tirer son groupe. Or, c'est un groupe, on le sait, avec des mecs comme Lamkelze, La Poussin et tout, qui a besoin peut-être un petit peu qu'on le tire. Et j'ai l'impression que Mazou, quand il est dans ce genre de mentalité, il amène pas forcément quelque chose de positif à son groupe. Et on sait aussi que c'est un coach qui fonctionne plus à l'humain qu'au tactique ou au coup de génie. Et s'il commence à s'enfermer dans des comportements comme ça peut avoir 2 effets. Soit ça botte tout le monde aux fesses et ça relance tout le monde, soit ça fait vraiment l'effet inverse et c'est une cata, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un fond de vérité dans ce qu'il dit? Peut-être, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité aussi dans ce qu'il dit, dans le sens où les gens seraient pas non plus trop déçus, trop tristes de voir Saint-Tron descendre parce que tout le monde en a marre de jouer sur leur synthétique? Peut-être. C'est pas faux. Voilà. Donc, est-ce que ça fait que certaines décisions tombent plus souvent contre eux qu'en leur faveur? On a vu des choses plus folles dans le football belge, donc voilà.
La peut-être petite indication pour Saint-Tron, donc je regardais un petit peu leurs résultats face aux autres équipes. Donc ils ont fait nul à Courtrai, ils ont gagné à Westerlo, ils ont fait nul face au Cercle. Ils ont aussi donc ils ont fait 2 nuls face au Cercle. Ils ont et là ils ont en plus sur les deux dernières journées, donc sans compter la dernière, ils ont été gagnés face à Courtrai et face au Berscott. Donc ils ont peut-être aussi l'avantage en moins en confrontation directe où ils ont jamais perdu face à une de ces 3 équipes. Très important, effectivement. C'est vrai. Ouais, ça peut Mais, jouer. ouais. Jonathan. Le cercle va se maintenir, je pense. Eux, vraiment, ils ont l'effectif. En fait, ils n'avaient pas l'effectif pour jouer sur 2 tableaux. Et vu la saison, à quel point c'était serré entre les équipes au-dessus et eux, ils se retrouvent là un peu malheureusement, j'ai envie de te dire. Mais ils ont une équipe trop forte pour être en playoff 3. Mhm. Et Saint-Tron, deuxième, qui va jouer les barrages, à mon avis. Parce qu'il y a déjà un petit gap avec Courtrai. Je trouve que Courtrai a bien recruté aussi en hiver. Enfin, ils ont beaucoup recruté. Il y a de la qualité, mais c'est vrai que c'est compliqué de refaire une équipe. Mais ils ont quand même recruté en conséquence. Mais ils ont un petit retard sur Saint-Tron. Est-ce que quelqu'un a le calendrier Je pense que quand même, ça va être Cercle et Saint-Tron au mieux. En 3-4. Je ne l'ai pas du Ça me tout. paraît très logique, en tout cas. Ça commence par Courtrai-Cercle de Bruges, donc c'est déjà un match. Enfin, tous les matchs vont être importants, évidemment. Ouais, hein, c'est mais, vrai qu'ils vont tous s'affronter. Ouais, c'est la confrontation Cercle-Saint-Tron pour savoir qui va être premier. Cercle Saint-Tron, c'est la 3e journée. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc, C'est la à logique. moitié. Parce que c'est les deux, à mon avis, ils vont vraiment lutter pour prendre la première place, quoi. Pour se sauver directement. Moi, je vais mouiller, je vais décider de me mouiller. Moi, je dis que Saint-Tron va finir devant le Cercle parce que ils ont justement, pour moi, ils ont avec Bertaccini, Lamkelze, Lapoussin, ils ont vraiment des individualités qui peuvent presque gagner des matchs à eux tout seuls, surtout face à ce type d'adversaire. Et le Cercle, là, je regardais, et c'est la dynamique en fait qui est assez catastrophique. En fait, depuis le 25 janvier, hormis le match retour de coupe, en fait, ils n'ont pas gagné un match. Il n'y a pas de victoire, donc c'est nul face à Charleroi, nul face au Cercle, défaite face à Genk. Il y a beaucoup de nuls, certes, mais voilà. Donc moi, je pense que le Cercle va un petit peu stresser. Je sens un peu de stress et qu'au final, ils vont aller en barrage, mais que Courtrai sera très très proche. Voilà, moi je vous annonce, je vous spoil un petit peu comment ça va se passer, mais c'est tu comme vas regarder ça. ça ou C'est clippé. Je vais regarder sur SofaScore, je recevrai la notif du match, oui. mais je ne vais pas me mettre devant ces matchs. Donc voilà, est-ce que tout le monde a donné donc je pense que c'est vous 3, vous restez sur ce classement-là et il y a moi qui inverse le Cercle et Saint-Tron. Ouais, je pense moi, que je ouais. sais C'est ça. Ça va, voilà, il n'y a qu'une personne qui aura décidé de se mouiller. Voilà, on arrive à la fin, une petite heure tranquillement pour parler donc d'un petit bilan, une petite preview de Pro League. Encore une fois, on te remercie, Florent. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Non, c'était super chouette, super fluide. C'était sympa. Et de toute façon, dès la semaine prochaine, on va parler de 2 Diables Rouges, on va parler de double confrontation face à l'Ukraine. Ouais. Et en fait, c'est maintenant que j'y pense. Et j'ai oublié, en intro, je voulais te poser la question, parce que Basile nous l'avait dit, toi, tu étais à la conférence de presse de Rudy Garcia. Oui, j'y étais, tout à fait. Et c'était quoi un petit peu ton sentiment de... Je suis pas surpris d'avoir trouvé qu'il était très convaincant. Je veux dire, il a la réputation d'être très à l'aise devant la presse, il sait exactement quoi dire, à quel moment. Même au niveau de la presse, il nous tend des petites carottes dans le sens où il a dit par exemple, oui, le capitaine, il faudra qu'il remplisse ses obligations médiatiques, c'est important. Parce que voilà, par exemple, Lukaku, on n'a pas entendu le son de sa voix pendant 1 an en 2024 et ça gonflait un peu tout le monde. De Bruyne, il arrivait, il traînait les pieds, il soupirait, puis il s'en allait après 2 questions. Enfin voilà, il y en a pas mal qui ont râlé là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il a lu ça, parce que je pense qu'il lit beaucoup les médias. Et il est arrivé, il a directement entendu la petite carotte. Oh, mais oui, mais notre capitaine, il sera aussi pour vous, etc. J'étais pas surpris du tout. Il y avait en plus, ça il faut le savoir, l'Union belge fait ça assez souvent, il y avait des supporters qui étaient là, dans l'auditoire. Un bon petit nombre. En plus, ils font ça généralement pour marquer le coup pour certaines dates importantes. Et là, comme c'était la première de Garcia, enfin, c'était pas la première de Garcia parce qu'il avait déjà été présenté avant, mais disons la première pour sélection, quoi. Là, ils avaient amené quelques supporters, dont évidemment le fameux Obelgix, tout ça. Et du coup, comme il a des supporters en face de lui, il est encore plus dans la communication. Et ça, on le sait, quoi. Donc, j'ai envie de dire oui, j'ai été convaincu, mais en même temps, on le sait, quoi.
Ouais, on le C'est, sait. On le sait. par contre, j'étais assez content de la sélection. Ouais. Puis, Ouais. voilà, il y a toujours des points qui sont débattables, mais il n'y a pas de point justement où la majorité des gens se diraient que c'est pas possible. Peut-être pas Wout face à la limite. Moi, par exemple, je l'aurais pas pris, mais je Moi non comprends plus. tout à fait. Je comprends tout à fait qu'il veuille pas arriver avec ses gros sabots et virer un mec qui a joué l'intégralité de la campagne précédente. Je peux comprendre. Mhm. Maintenant, s'il l'aligne contre l'Ukraine, ce sera un autre débat. Mais je comprends Ouais. qu'ils le reprennent dans le groupe. Je peux le concevoir, et c'est ça en fait qui m'a bien plu, c'est que il y a personne qui est ressorti de la salle de l'annonce de la sélection en se disant purée, c'est honteux. Non, faut vraiment faut avoir un problème, quoi. Il y a pas de gros scandale dans cette sélection, et ça c'est bien. Voilà, c'est déjà ça. Maintenant, moi j'ai envie de voir un petit peu, j'ai envie qu'on parle foot, quoi. J'ai envie de les voir jouer, parce que j'ai un peu l'impression que les gens oublient qu'il y a 2 matchs importants en fait, et qu'on joue pas contre une équipe de bras cassés, qu'on joue contre une équipe qui aurait dû nous battre à l'Euro. Et qui va tout donner pour rester en Ligue, enfin pour monter en Ligue A, quoi. Donc on peut perdre 2-0 jeudi et descendre en Ligue B. Et je pense que les gens se sont un petit peu trop focalisés sur l'extra sportif, et maintenant va falloir que ça joue au foot, quoi. Ouais, c'est sûr. On verra. En tout cas, on aura jeudi et dimanche, on aura la réponse. On a hâte de voir les premières compos et les premières idées de jeu Très hâte. qu'on pourrait apercevoir. Mais Allez, je tiens aussi à rappeler qu'on était tous enthousiastes au début de Tedesco. Ses premières conférences de presse, elles étaient enthousiasmantes. Sa première sélection, elle était enthousiasmante. Ses premiers matchs, ils étaient enthousiasmants. Voilà. Donc on a un peu oublié tout ça parce que ça s'est mal terminé. Mais voilà, c'est pas parce que même si on gagne 0-4 et 3-0 dans les 2 prochains matchs et que tout va bien, ça veut absolument rien dire. Donc sur la Coupe du voilà. Monde. Patience. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même une méfiance à cause du cas Tedesco, où dès le début on s'est un peu tous emballés. Et en tout cas, moi je parle pour moi, c'est pas parce qu'on va peut-être gagner 2 ou 4-0 que je vais me dire que voilà, c'est le sélectionneur qu'il nous fallait. Moi je vais faire mon avis sur la durée, sur les sélections, au niveau de jeu. Et là, je découvre que Fofana et Théâtre sont out et remplacés par Aldakil et Batshuayi. Aldakil? Ouais, il est de retour de blessure? Oui, il a joué hier. Il a joué contre Leverkusen. Ok, j'avais pas vu ça. Ah ben c'est ok, d'accord. Wow. Dommage pour Fofana. Batshuayi. Fofana boitait déjà un peu à la fin du match de Lyon. Okay. Wow, mais alors Bakayoko là, il doit être au fond du trou là. Ah ouais, c'est vrai qu'il a préféré prendre Michi que Bakayoko. Là, il y a peut-être le premier truc à redire déjà sur les choix de Rudy Garcia. Voilà. Ok, bah voilà. Voilà, on verra. Bon, sur ce, allez, on va clôturer pour de bon. Encore merci à toi, Florent, et merci à Muse et à Nathan. Merci à vous, les gars. Toujours un plaisir de venir débattre football ici. Donc voilà, on se retrouve lundi prochain pour revenir évidemment sur les 2 matchs des Diables Rouges en live, et on espère vous voir nombreux. Sur ce, ciao. Ciao.